Bonjour à tous, merci d'être venus à mon talk. On va effectivement parler des bases de données et comment les explorer. Juste avant de commencer mon talk, je vais lancer le timer. Et je vais faire un petit peu connaissance avec l'audience. Est-ce que vous avez déjà eu du mal à comprendre votre base de données, votre schéma de base de données? Est-ce que vous pouvez lever la main? Pas beaucoup, je suis étonné. On va dire un quart de la salle. Qui est-ce qui connaît les ERD, Entity Relationship Diagram? Ah, pas grand monde, on va pouvoir en discuter. Et du coup, qu'est-ce qui en utilise régulièrement? Ouais. Un petit peu moins. Bonjour à tous, moi c'est Loïc Nuchel, je suis Principal Engineer chez Doctolib. Et dans ce talk, je vais vous parler un peu de mon arrivée chez Doctolib et comment ça s'est passé et pourquoi je suis aujourd'hui ici. Donc il y a 1 an et demi, en janvier 2021, j'étais recruté par Doctolib. Et j'imagine qu'ici tout le monde connaît Doctolib. C'est une application. C'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est fini. Allô? Ah, c'est coupé. C'est bon? Top. Donc j'imagine que tout le monde ici connaît Doctolib, c'est une application pour prendre rendez-vous chez les médecins, en tout cas du point de vue du patient. Ce qui commence à être aussi connu, c'est que c'est un monolithe Ruby on Rails avec une base de données Postgre derrière. On commence à changer un tout petit peu ça, mais globalement, on peut encore le voir comme ça. Et en fait, Doctolib, c'est principalement une base de données PostgreSQL qui a actuellement 675 tables. Et le fichier structure SQL, avec tous les create tables, create index, ce genre de choses-là, il fait dans les 70 000 lignes de code. Donc c'est un petit peu balèze. Et donc évidemment, quand j'ai voulu comprendre la base de données pour travailler sur des features, en tout cas des parties de la base de données, c'était un petit peu challenging de temps en temps. Donc je vais évidemment pas vous montrer du code de Doctolib et la base de données de Doctolib. Donc, je vais prendre un exemple open source qui est GitLab et qui a une taille à peu près similaire. Il y a 780 tables. Le fichier fait la moitié des lignes de code, mais peu importe. Donc, grosso modo, quand on arrive sur un monolith Rails, et typiquement, imaginons que je veuille travailler sur les merge requests sur GitLab, et que, donc, du coup, la première chose, c'est check-outer le repository, et aller voir le modèle qui correspond. Donc, c'est la classe métier qui correspond au merge request. Donc, c'est facile, en Ruby on Rails, on les met pratiquement tout dans app, modèle, le nom du modèle. Donc, ici, c'est le cas pour les merge requests. Et quand j'ouvre ce fichier-là, je vois ça. Enfin, du coup, on ne voit pas grand-chose. C'est un fichier qui fait plus de 2000 lignes de code. Et ce n'est pas finalement si rare que ça chez GitLab, mais aussi chez Doctolib, des fichiers comme ça. Alors, si on zoome un petit peu, on va voir un petit peu mieux. Et on voit ici les relations. Donc, les belong to, has many, has one. Donc, on voit que ce merge request a des relations avec d'autres tables. Et puis, on voit aussi des validates. Donc, ça, c'est des règles de validation pour certains attributs. Mais du coup, on ne voit pas du tout l'ensemble des propriétés que peut avoir une merge request. En tout cas, là, on en voit quelques-unes, notamment les relations. Mais si on regarde les numéros de ligne, ici, on voit que ce n'est pas non plus trivial. On va jusqu'à pratiquement la ligne 300, donc avec évidemment plein de choses au milieu. Donc finalement, regarder les modèles, ce n'est pas toujours très pratique pour explorer la base de données et la comprendre. Donc du coup, l'autre option qu'on a facilement, c'est le structure.sql, qui est dans le projet, généré par le framework. Et donc, très souvent, j'ouvre le structure.sql, puis je fais une recherche, create table, le nom de la table. Puis ici, on la trouve et on voit qu'effectivement, qu'il y a beaucoup plus de paramètres que les quelques-uns qu'on avait vus avant. Alors ça, c'est cool pour voir un peu les propriétés d'une table. Par contre, quand on veut commencer à comprendre la base de données et voir les relations, avec quelle table elle échange, qu'est-ce qu'on peut utiliser, c'est un peu plus compliqué. Donc les tables liées, pour les relations sortantes, ça va. Finalement, parce qu'on voit les attributs qui sont des foreign keys sortantes. Donc, par exemple, ici, on voit source project ID, author ID, assignee ID, et on peut un peu deviner vers où ça pointe. Le author ID, c'est probablement vers la table users. Le source project ID, probablement vers la table project. Par contre, pour les relations entrantes, alors là, par contre, c'est une autre affaire, parce que je pourrais chercher merge request ID et voir un peu partout où c'est présent, mais pas si pratique, et c'est pas toujours le cas. Par exemple, author ID, ça, je n'aurais pas trouvé à partir de la table user. Donc du coup, ma solution, ça a été pendant pas mal de temps de copier-coller ce table-là dans un autre fichier.
de virer toutes les colonnes qui ne m'intéressaient pas. Donc ici, j'ai une table merge request beaucoup plus petite. Et puis de copier aussi les autres tables qui m'intéressent. Ça permet d'avoir un fichier très réduit avec uniquement ce qui m'intéresse et donc commencer à comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc ça va. Enfin, c'est allé pendant 6 mois. Et bon, au bout de 6 mois, j'étais un peu devenu le chef du copier-coller, quoi. Et c'était pas non plus très, très pérenne. Du coup, j'en suis arrivé à un moment où j'avais besoin d'un outil pour m'aider là-dessus. Et c'est là où, justement, je suis allé voir les ERD, donc Entity Relationship Diagram, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On a des tables avec des propriétés et qui ont des relations. Et donc, l'idée, c'était d'avoir, en fait, des tables de pouvoir avoir un outil qui me représente ça de manière simple et finalement à peu près ce que j'ai dans mon fichier spécifique. Donc, uniquement ceux qui sont intéressants parce que les 600 tables, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai pris un projet perso à moi, open source. J'ai vu qu'il y a uniquement 26 tables pour faire des tests. Et donc, je l'ai mis dans différents outils ERD pour voir un peu ce que ça donnait. Donc, on voit qu'ils ont tous un peu des designs différents. Mais surtout, le point commun de tout cela, c'est que tous affichaient l'ensemble des tables. Et ça, c'est un petit peu problématique quand on en a plus de 600. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un article de blog sur les différents outils que j'ai testés, leurs points forts, leurs points faibles, dans quel cas les utiliser et tout ça. Mais en tout cas, pour moi, pour mon use case, ça ne marchait pas bien. Donc le bilan, c'est que j'avais toujours pas ce qu'il me fallait. Et quand on est développeur et que on est dans cette situation-là, et on code son propre outil. Donc du coup, je m'y suis mis. Je me suis dit, quelles sont les fonctionnalités qu'il va me falloir. Finalement, à peu près la même chose que ce que j'avais déjà avec mon structure.sql. Donc une recherche globale où je peux changer dans le nom des tables, des colonnes, des commentaires, dans les types de propriétés, et ainsi de suite. Visualiser uniquement les tables voulues, parce que de toute façon, visualiser tout, c'est complètement impossible. De la même manière pour les colonnes, pour choisir les colonnes que je veux afficher ou pas. Suivre les relations, donc une fois que j'ai une table affichée, je vais pouvoir cliquer sur les foreign keys pour accéder aux tables liées ou sur la primary key et voir toutes les tables qui pointent dessus. Donc naviguer un peu dans ces deux sens-là. Et enfin, enregistrer la disposition, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon diagramme qui marche bien, du coup pouvoir le sauvegarder pour en faire un autre et avoir typiquement un diagramme par feature ou par équipe avec lesquelles je travaille ou autre. Et donc je m'y suis mis, et 1 mois et demi plus tard, j'avais une première version qui fonctionnait. Donc avec l'ensemble des fonctionnalités, on voit la search en haut à gauche, le schéma avec juste les tables pertinentes de Ghostpeak, les champs cachés, on voit en bas un petit message gris, et le save layout en haut à droite pour sauvegarder une disposition particulière. Puis après on peut changer de layout, tout ça. Donc c'est hyper cool, j'ai commencé à l'utiliser et ça marchait bien. Et donc j'en ai un petit peu parlé en interne chez Doctolib et j'ai eu pas mal de bons feedbacks, et notamment de la part des product managers, parce que pour eux c'est la première fois qu'ils voyaient vraiment le contenu d'une base en fait. Avant ils n'allaient pas vraiment voir dans le structure.sql, ils n'ouvraient pas le code. Et donc là, pour la première fois, ils y avaient accès. Donc ça c'est cool. Et quand on commence à avoir des utilisateurs, on commence aussi à avoir des feedbacks. Il manque une image. Donc, il y a une PM, notamment chez Doctolib, qui me disait, en fait, suivre les relations, c'est cool, et ça aide vachement. Par contre, des fois, on veut aller d'une table à une autre, qui ne sont pas directement liées, et on ne sait pas trop comment faire. Typiquement, chez Doctolib, aller de la table appointment à la table account, il y a au moins 4 ou 5 tables au milieu. Et si on ne sait pas dans quelle direction partir, on ne va pas le trouver. Et donc, du coup, si on pouvait trouver le chemin complet pour les tables, ce serait cool. Et donc, du coup, j'ai codé ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte sur cette fonctionnalité-là, c'est que les chemins, donc là, ici, c'est sur Ghostpeak, pour aller d'une table à l'autre, il y en a énormément. Et même sur Ghostpeak, donc uniquement 26 tables, on avait facilement 50, 60 chemins pour aller de table simple ou pas, parce qu'en fait, on a énormément de liens. Et donc, ça montre une complexité qu'on a dans nos bases de données qui n'est pas souvent visible. J'ai une personne, alors là c'était au Brésil, un CEO d'une boîte qui s'en servait pas mal pour montrer à ses new joiners. Et il me disait, en fait c'est cool, donc j'explore la base de données, je peux faire des schémas. Et je voudrais en fait conserver un peu les connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure pour pouvoir les remontrer derrière. Et donc du coup, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui. C'est donc la disposition, comme je vous l'ai dit. Les commentaires SQL, vous pourrez les enregistrer dans votre base et ensuite les afficher dans Azimut. Ou les notes que vous pouvez mettre directement, donc soit sur des colonnes, soit sur des tables. Ça permet de commencer à documenter le schéma. J'ai une autre personne qui m'a contacté, qui m'a dit, en fait, l'exploration, c'est cool, c'était une dev chez Doctolib, mais en fait, la plupart du temps, c'est cool d'explorer, mais en fait, on travaille sur des nouvelles fonctionnalités, on va rajouter des choses. Donc des fois, on veut modifier le schéma, donc mettre des nouvelles tables, mettre une nouvelle colonne dans la table existante.
Et là, aujourd'hui, c'est pas possible, et ce serait cool de pouvoir avoir ça directement dans l'outil. Du coup, j'ai créé un DSL assez pratique. Si vous le testez, vous me direz ce que vous en pensez. Pour du coup, définir un schéma de base de données, et donc enrichir un schéma déjà existant, et pouvoir du coup planifier ces nouvelles features là-dessus, voire carrément commencer de zéro une nouvelle base. Et j'ai une autre personne qui est venue me voir, et chez Doctolib, on a une guilde qui s'appelle la Database Design Guild, qui essaie de garantir qu'on a des bonnes pratiques dans la base de données. Donc eux, ils n'ont pas du tout ce côté, on explore et on essaye de modifier pour faire des features, c'est plutôt on essaie de garantir une cohérence globale à la base de données. Et c'est pas évident de regarder 675 tables. Donc, du coup, on s'est dit potentiellement Azimut pouvait faire quelque chose. Et effectivement, j'ai développé une analyse de schéma avec quelques heuristiques. Pour l'instant, c'est assez basique, mais on va l'améliorer. Notamment, on peut identifier ici les tables qui n'ont pas de primary key. Donc ici, c'est sur GitLab. Donc GitLab a 7 tables qui n'ont pas de primary key. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. En tout cas, c'est bien de l'avoir en tête. On a trouvé 237 relations manquantes. Donc c'est-à-dire, en prenant le nom de la colonne qui n'a pas de foreign key, on se doute qu'il y a une foreign key en face. Par exemple, si on a un user ID comme nom de colonne, probablement que ça pointe vers la table user ID. Un type hétérogène, de la même manière, quand on a une colonne qui a le même nom dans plusieurs tables, par exemple user ID, mais qui a des types différents, ça peut être integer, big int, potentiellement il y a un petit souci là-dessus, peut-être qu'on veut homogénéiser, ou tout simplement une table trop grosse, alors le threshold on l'a mis à 30 colonnes dans une table, on dit c'est un petit peu trop gros, et il me paraît plutôt pas mal parce que sur 780 tables de GitLab, il n'y a que 14 qui le dépassent, donc ça reste gérable à regarder. Personnellement, j'ai testé sur pas mal de schémas et à chaque fois, j'ai appris pas mal de choses. Donc si jamais vous n'avez pas ce besoin pour l'instant d'explorer vraiment votre base de données, je vous encourage quand même à tester cette analyse et à regarder un peu ce que ça donne sur votre base de données. Je pense que vous apprendrez deux, trois petites choses. Aujourd'hui, on est 1 an plus tard, tout ça, et l'outil a pas mal évolué, il s'appelle aujourd'hui Azimut. Et finalement, niveau UI, ça ressemble pas mal. Il y a juste beaucoup de fonctionnalités qui sont ajoutées, mais l'UI est resté similaire. Donc, si je dois résumer aujourd'hui Azimut, c'est une partie exploration. On peut importer son schéma, faire de la recherche, choisir ce qu'on va afficher, trouver un chemin. Une partie création, où on peut rajouter des tables, relations, et modéliser son schéma ou ses évolutions de schéma. Une partie documentation, où on peut sauvegarder ses layouts, ses notes, commentaires SQL. Une partie analyse, évidemment, ce que je viens juste de vous présenter juste avant. Et enfin, la dernière feature qu'on a rajoutée, une partie collaboration. On peut aujourd'hui partager son projet avec ses collègues, donc être plusieurs à bosser et documenter de manière collaborative le projet. Donc, comme vous voyez, il y a encore plein de nœuds de cette mind map qui sont en fond blanc. C'est des choses qui ne sont pas du tout présentes. Et on développe l'outil au fur et à mesure, notamment en suivant les feedbacks des utilisateurs. Donc si jamais vous le testez, vous voyez des améliorations, n'hésitez pas et vous votez sur les issues qui sont créés sur ces choses-là, ça nous permettra de les prioriser. Donc l'ambition de l'outil, c'est de faire un peu l'outil ultime d'exploration de base de données. Je ne sais pas si on arrivera, mais en tout cas, c'est l'objectif. Il est complètement open source, il est codé en Elixir pour le back-end et en Helm essentiellement pour la partie front-end. On est 2 à travailler dessus, vraiment, on va dire, et puis on a quelques contributeurs externes, 5-6. Donc si jamais ça vous intéresse d'apprendre du Elixir ou du Helm, n'hésitez pas, on donne des coups de main pour démarrer. Donc comme je vous disais, l'idée c'est de faire un outil le plus intéressant possible, le plus pratique possible. J'ai pas trouvé d'outil similaire à ça, c'est pour ça que je me suis motivé à le coder. Donc si vous avez des feedbacks, très ravi de l'améliorer avec vous. Donc c'est plus à vous d'aller explorer et de tester ça. Merci à tous. Et si vous avez des questions, je les prends. Et n'oubliez pas le feedback, s'il vous plaît. Merci.